Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Une rencontre qui devrait avoir lieu du 13 au 15 décembre 2022. Selon la Maison-Blanche, ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique. Il s'agira du premier sommet des dirigeants États-Unis-Afrique depuis 2014 et la deuxième réunion de ce type jamais organisée. Conscient de l'importance du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, appelle au respect des engagements pris en faveur de la biodiversité. Message qu'il n'a pas omis de faire passer lors de son allocution à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l'organisation. Et puis c'était une célébration morose du festival de Meskel ce mardi à Addis Abeba. Le spectre de la guerre au Tigré planait sur les festivités. Les chrétiens orthodoxes ont notamment prié pour le retour de la paix dans le nord de l'Éthiopie. Mais tout d'abord, 13 ans après les faits, le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert ce mercredi en Guinée-Conakry. En 2009, la répression des manifestants guinéens avait fait au moins 156 morts et plus d'une centaine de femmes ont été victimes de viols et d'autres violences sexuelles. Ce procès est un véritable défi pour le système judiciaire du pays, la Guinée n'ayant jamais connu un tel événement. Un tribunal ad hoc a été créé et un bâtiment a été construit spécialement pour l'abriter. À la barre des accusés, l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et une dizaine d'autres anciens officiels militaires et gouvernementaux feront face à 450 parties civiles qui réclament justice dans ce procès qui pourrait durer plus d'un an selon le ministre guinéen de la Justice. Ils répondront d'une pléthore de chefs d'accusation, assassinat, violences sexuelles, enlèvement, incendie ou encore pillage. Moussa Dadis Camara, qui vit en exil depuis sa chute, est rentré en Guinée ce dimanche 25 septembre. Celui qui a toujours clamé son innocence demande depuis 12 ans à pouvoir rentrer au pays pour affronter les juges et livrer sa vérité, selon les dires de son avocat, maître Pépé Antoine Lama. Le Niger a acté la suspension de transit des produits pétroliers vers le Mali voisin. Niamey insiste, cette décision n'a aucun lien avec la brouille diplomatique entre les deux pays. La décision aurait d'ailleurs été prise 3 jours avant la sortie cinglante du Premier ministre par intérim malien à la tribune des Nations Unies. Dans un communiqué publié ce mardi 27 septembre, le ministre nigérien porte-parole du gouvernement Abdul Kadri Tidjani a indiqué que cette décision avait été prise suite au constat de pratiques frauduleuses concernant ces produits. En effet, au mois d'août, la douane nigérienne avait accordé des autorisations à certaines sociétés pour acheminer des produits pétroliers du Nigeria vers certains pays voisins comme le Mali via le Niger. Mais ces sociétés ont enfreint la loi en reversant leurs produits exonérés de taxes et de droits de douane sur le marché nigérien auquel ils n'étaient pas destinés. Le ministre a par ailleurs précisé que cette suspension ne s'appliquait pas aux produits destinés à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le prochain sommet États-Unis-Afrique censé se tenir du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Un sommet qui, selon le président américain Joe Biden, démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique. De quelle façon ce partenariat américano-africain du 21e siècle sera décliné et surtout le continent pourra-t-il vraiment en tirer profit? Élément de réponse dans ce sujet de Roberto Bocpe. Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique va souligner l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et une coopération accrue sur les priorités mondiales communes. Une affirmation du président Joe Biden pour qui la rencontre s'appuiera sur les valeurs communes pour mieux favoriser l'engagement économique et promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Yohann Schmonsis, porte-parole francophone et directeur du Hub Média africain du département d'État américain, pense que le sommet est un instrument de renforcement des liens avec l'Afrique. Nous cherchons la collaboration avec les dirigeants africains ainsi qu'avec les dirigeants de la société civile, des entreprises, de la diaspora et de la jeunesse au sein de ce sommet pour relever des défis communs, pour saisir des opportunités
Face à ce qui est considéré comme une perte de vitesse sur le continent au détriment de la Chine notamment, les États-Unis veulent contre-attaquer et mesurent l'importance d'impliquer un large éventail de parties prenantes. La MCC, Millennium Challenge Corporation, l'agence de développement américaine, a investi quelques 8,85 milliards d'euros dans 25 pays d'Afrique depuis 2004. Les autorités comptent en faire davantage. Il est annoncé des partenariats accentués sur l'emploi des jeunes, l'autonomisation économique des femmes, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Notamment l'augmentation de la production alimentaire durable parce que le monde fait face actuellement à une crise alimentaire. Et aussi pour lutter contre les pandémies, comme c'était un des principaux axes des États-Unis au sein de l'Assemblée générale récemment passée. L'escalade de la crise climatique et la construction d'une économie mondiale forte et inclusive, tout ça, ce sont des priorités au sein du sommet. Travis Atkins, président directeur général de la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique, a souligné le rôle central des petites et moyennes entreprises africaines pour la croissance et la reprise économique du continent. Il a réaffirmé les engagements fondamentaux de l'USAID à fournir des investissements directs et une assistance technique aux entreprises appartenant à des Africains et dirigées par des Africains, ainsi qu'aux entrepreneurs sociaux. Mobiliser les ressources nécessaires pour la préservation de la biodiversité du bassin du Congo. Une mission d'une importance capitale pour le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso. À l'ère où les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus palpables, à la tribune des Nations Unies, ce dernier a exhorté les pays occidentaux à respecter les engagements pris dans le cadre des différentes conférences internationales dédiées au changement climatique. Joël Ballot. Grâce au massif forestier du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du globe terrestre, la République du Congo est un acteur majeur en matière de lutte contre les changements climatiques. Cependant, la forêt du Congo, véritable puits de carbone naturel, nécessite davantage de ressources pour sa préservation. Ainsi, à l'occasion du débat général de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, a rappelé à la communauté internationale les priorités et les engagements pris dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Tout en nous préparant à la COP27 que l'Afrique va abriter en novembre prochain, nous nourrissons l'espoir que cette fois au moins, loin des discours de commisération dont nous nous sommes habitués, loin des formules convenues et des engagements de façade, nous nourrissons l'espoir que cette fois enfin des ressources significatives seront mobilisés en faveur des pays pauvres que le dérèglement climatique a rendus encore plus vulnérables. Il n'échappe à personne que le climat change. Le cycle des saisons est déréglé, les températures atteignent des pics préoccupants. Pour le gouvernement congolais, il est plus qu'urgent que des actions soient menées pour finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment sur le point relatif à la mobilisation des ressources financières en faveur des pays en développement et du renforcement de l'action climatique dans le monde. La mise en place du Fonds bleu pour le bassin du Congo participe sur le plan régional de cet engagement. Et en association avec le gouvernement du Royaume-Uni qui assure la présidence de la COP26, le gouvernement de mon pays projette de lancer dans les prochaines semaines un forum politique sous l'intitulé « Partenariat des leaders sur les forêts et le climat ». À 0,06%, le taux de déforestation de la République du Congo reste l'un des plus faibles au monde. Une position qui conforte le gouvernement dans sa lutte acharnée pour la préservation de l'environnement et la survie de l'humanité. Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont prié pour la paix alors qu'ils célébraient ce mardi 27 septembre le festival annuel du Meskel, une commémoration de la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Le conflit qui perdure dans la région du Tigré depuis près de 2 ans a tué des milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et provoqué une catastrophe humanitaire dans le nord du pays. Un sujet de la rédaction. Haute sécurité, faible participation et un clergé prêchant sur le besoin de paix et de pardon.
L'ombre de la guerre planait clairement sur la célébration par l'église orthodoxe éthiopienne du festival de Meskel dans la capitale Addis Abeba ce mardi 27 septembre. Le festival qui, selon les enseignements de l'église, commémore la découverte par l'impératrice romaine Sainte Hélène au IVe siècle de la vraie croix sur laquelle Jésus a été crucifié, est un point culminant du calendrier religieux éthiopien. À vrai dire, cette année, nous, les Éthiopiens, ne célébrons pas la fête en toute joie, en partie parce que, tout comme les mères pleuraient sous la croix, nos mères du Nord pleurent aussi. Elles sont en souffrance. Cette souffrance nous est commune à tous, c'est la nôtre. La guerre du Tigré qui a éclaté en novembre 2020 et s'est propagée à plusieurs reprises dans d'autres régions a déjà fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés. Selon un récent rapport, environ 13 millions d'Éthiopiens seraient actuellement dans un besoin désespéré d'aide alimentaire. Le gouvernement central et ses alliés accusent le Front de libération du peuple du Tigré, qui a longtemps dominé la coalition au pouvoir en Éthiopie, de chercher à réaffirmer sa domination, tandis que le TPLF accuse le gouvernement central d'abuser de ses pouvoirs et d'opprimer le Tigré. En ce jour, ma prière pour la nouvelle année est que Dieu dise assez, car il est le propriétaire de la paix et il a déclaré la paix par sa croix en dénonçant la haine. Un rapport d'enquêteurs de l'ONU présenté au Conseil des droits de l'homme de l'organisation le 20 septembre dernier accuse Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité au Tigré et d'utiliser la famine comme arme de guerre. Rapport qui a aussitôt été rejeté par Addis Abeba par la voix de son ambassadeur Zenebe Kebede, représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies à Genève. Pour rappel, la commission des 3 experts indépendants a été établie pour 1 an le 17 décembre 2021 afin de mener une enquête approfondie et indépendante sur les accusations de violation répétées des droits humains malgré l'opposition d'Addis Abeba. Le Sénégal, comme plusieurs pays du continent, est confronté au défi de stockage et de transformation au niveau local des produits agricoles. Afin d'y remédier, les autorités comptent investir 24 milliards de francs CFA dans la construction d'unités de stockage destinées à la conservation à long terme des produits agricoles. Décision annoncée par le président Macky Sall lundi dernier en marge d'une rencontre avec les acteurs du secteur agricole. Les précisions dans ce sujet d'Ameneji. Lundi 26 septembre 2022 s'est tenue une réunion présidentielle sur les concertations contre le coût de la vie chère au Sénégal, présidée par le chef de l'État Macky Sall. La question des chambres froides et de la conservation des produits agricoles a fait l'objet de discussions. Il était question de rechercher des solutions sur les options d'allègement du pouvoir d'achat et de l'accès à moindre coût des denrées de première nécessité. Dans un contexte mondial marqué par une flambée généralisée des prix du pétrole et des denrées, j'ai rappelé dans mon message à la nation du 16 septembre dernier les mesures de soutien aux populations que le gouvernement a déjà consenties à hauteur de 620 milliards de francs CFA, qui étaient répartis par 300 milliards de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement du prix du riz, du blé, du sucre et de l'huile. L'insuffisance des infrastructures de stockage et des unités de transformation reste la principale inquiétude des producteurs. Pour pallier le problème, il a été prévu, selon le président Macky Sall, un investissement de 24 milliards de francs CFA pour l'amélioration et le renforcement des infrastructures de conservation des produits à long terme. Au-delà de ces mesures d'appui, ce sont nos habitudes alimentaires qu'il nous faut changer pour nous rendre moins vulnérables aux chocs extérieurs. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ne doit pas juste rester un slogan, mais une culture économique et sociale. À noter que des concertations permanentes sont organisées avec le ministère des Finances pour atténuer l'impact négatif du conflit russo-ukrainien sur l'approvisionnement du pays. Les autorités exhortent ainsi les populations à préserver les récoltes et à travailler pour sécuriser la consommation nationale.
L'actualité sportive pour terminer avec le mondial féminin de basketball qui se déroule actuellement à Sydney en Australie. Repêché à la dernière minute pour remplacer le Nigeria qui s'est retiré de la compétition, les joueuses du Mali n'ont pas su se démarquer. 5 matchs et 5 défaites au premier tour, un bilan décevant qui interroge. Le point avec José Douglas. Le gouvernement nigérian avait retiré ses sélections de toute compétition internationale à partir du 2 juin 2022 et la seule solution pour la FIBA était de repêcher le Mali pour remplacer le Nigeria à ce championnat du monde qui se termine le samedi 1er octobre à Sydney en Australie. Mais malgré toute la volonté de sa capitaine Toti Gandega, l'équipe du Mali a subi 5 défaites en 5 matchs. C'est un peu dur, mais bon, c'est dû à peut-être, à mon avis, on sait que c'est le Nigeria qui devait y aller au départ. Et ensuite, pour des problèmes politiques, le Nigeria n'a pas pu. Et puis, le Mali l'a remplacé puisque le Mali est vice-championne d'Afrique. Les Maliennes qui n'avaient participé à une telle compétition depuis 2010 et se confrontaient à des sélections réputées, d'où les résultats suivants. 89-56 contre le Japon, défaite 58-118 face à l'Australie, 59-74 face à la France. La Serbie bat le Mali 81-68. Le Canada l'emporte aussi 88-65 face au Mali. Peut-être qu'au niveau de la préparation, il a manqué des choses et comme d'habitude, les équipes africaines, on n'a pas beaucoup de matchs de haut niveau avant d'aller dans ces grandes compétitions. Bon, c'est pas trop mal. On a pu peut-être prendre 2 gros écarts, mais bon, il y a encore du chemin. On était sur une bonne dynamique. Je trouve que l'équipe nigériane, l'équipe du Mali, le Sénégal derrière. J'ai assisté au championnat d'Afrique au Cameroun. Le niveau était assez bon. Une seule équipe représente le continent au championnat du monde. Donc ces mondiaux vont se poursuivre sans aucune autre représentante pour l'Afrique. Pour la bagarre déplorable, mais bon, quelque part, peut-être que les Maliennes, elles ont craqué parce que c'est vraiment pas agréable de perdre des matchs comme ça dans les vestiaires, quoi. Même pas en public comme ça. Justement, une enquête a été ouverte par la FIBA suite à cette bagarre entre 2 joueuses du Mali, juste après la 4e défaite face à la Serbie. La meneuse et capitaine du Mali, Toti Gandega, a présenté au nom de la sélection ses excuses auprès du peuple malien et du peuple africain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.